Dans cette vidéo, je vais résumer le livre qui a eu le plus d'impact sur ses lecteurs durant ces dernières décennies. Il s'agit évidemment du Pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Alors si vous tapez le nom de ce livre sur Google, vous allez vous rendre compte qu'il existe déjà une centaine de résumés de livres sur ce dernier. Alors la question ça pourrait peut-être être, mais Elliot, pourquoi t'en fais un de plus? Et bien parce que, en fait, ces résumés de livres, ils sont relativement abstraits pour une personne qui n'est pas familière avec ce milieu. Si je fais appel au moi d'il y a 2 ans et que je lui fais voir une de ses vidéos, et ben je me dis qu'il comprendra rien. Dans ces résumés de livres, vous allez pouvoir entendre des phrases comme « Le salut de l'espèce humaine se trouve dans l'abandon au cosmos et à la beauté de l'instant présent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un côté, avec ce type de résumé de livre, où on se dit c'est beau, c'est magnifique, mais j'en saisis pas 3%. Et donc mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous le résumer le plus simplement possible, comme si je le résumais au Elliot d'il y a 2 ans. Donc cette vidéo va se diviser en 6 grandes parties. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler ce que l'auteur entend par le concept de moment présent. Ensuite, j'aimerais parler de tout ce qu'on appelle la souffrance, les peurs, l'attente dans notre vocabulaire commun et qu'en fait, Eckhart Tolle déconstruit dans son livre en disant « il n'existe pas ». Vous allez voir. Ensuite, on va parler de l'ego et du corps de souffrance, des ombres, de la différence entre bonheur et paix, de conditions de vie et vie. Bref, tout ce qui a à voir en fait avec ce monde de construction mentale. Dans la 4e partie, on va parler un petit peu de l'amour et de Dieu. Ce qu'il entend par ces concepts-là dans son livre. Dans la 5e partie, là on passe enfin à, finalement, si vous décidez de vivre cette vie-là, de rester dans le moment présent, ou de vivre dans le moment présent, qu'est-ce qui va se passer? Comment lâcher prise? Comment atteindre l'illumination? Et surtout ensuite, dans la dernière partie, que devenons-nous en fait après, une fois qu'on vit dans le moment présent? Donc je pense que ça va être juste fascinant cette vidéo. Si vous voulez rester avec moi, faites-le. Installez-vous confortablement et restez concentrés sur ce que je vais dire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première partie de la vidéo. Bon, alors qu'est-ce que l'auteur entend exactement par moment présent? Imaginons qu'on enlève les humains du monde et qu'on vienne demander à un animal, un chien par exemple, quelle heure est-il? Le chien, il va vous dire, il va rien vous dire déjà, mais s'il pouvait parler, il vous dirait, j'en ai aucune idée, il est maintenant comme il a toujours été maintenant. Autre question, est-ce que vous avez déjà vécu votre futur? Est-ce que vous avez déjà vécu votre passé? Non, quand vous viviez votre passé, vous étiez dans le présent. Quand vous vivrez votre futur, vous serez dans le présent. Il n'y a jamais eu un moment où vous n'avez jamais été dans le présent, à observer ce qui est autour de vous, à être dans votre corps, à être là dans le présent. Il n'y a jamais eu qu'un ensemble de moments présents. La seule chose qui existe réellement dans ce monde, c'est le présent. Et c'est ça que Eckhart Tolle appelle l'instant présent. Il parle pas de méditation, il parle pas de méditation en pleine conscience, il parle de rien de tout ça en fait. Il parle juste d'une réalité simple et pure qui est qu'il n'y a que le présent qui existe. Et donc, si on n'est pas dans le présent, on ne vit pas activement notre vie, concrètement. Et ce qu'on va appeler, nous, le temps, c'est ce que lui, il va appeler le temps horloge. C'est un temps qui est génial pour s'organiser, pour se retrouver dans le monde, pour faire fonctionner notre monde occidental. Et c'est un super outil. Mais c'est en aucun cas une chose qui devrait gouverner notre vie. La seule chose qu'on devrait faire au quotidien, c'est être dans le moment présent. Néanmoins, quand on a besoin du temps horloge pour organiser des rendez-vous, pour gagner de l'argent ou je ne sais quoi, on l'utilise activement comme un outil. Un point, c'est tout. C'est un outil comme un couteau, on l'utilise quand on a besoin de couper. Le temps horloge, on l'utilise quand on a besoin de s'organiser et rien d'autre. Le présent, c'est tout ce qui est. Et donc finalement, la valeur du temps, quand on dit le temps c'est de l'argent, etc., c'est pas vrai. Parce que plus on passe d'instant à se focaliser sur le temps, à ce qu'on va faire plus tard, dans 2 ans, à ce qu'on a fait l'année dernière, et qu'on n'est pas en train de vivre le présent en fait, c'est du temps de vie qu'on n'a pas finalement. C'est du temps de vie qu'on a passé à être stressé, anxieux, dépressif, à avoir des remords vis-à-vis de choses qui sont pas là dans le moment. Donc en fait, le moins on pense au temps, le plus on vit notre vie et le plus on a de temps de vie dans le présent finalement. Voilà, donc là je viens de vous résumer finalement le concept de base du livre qui est le moment présent et tout ce qui est. Maintenant, dans une seconde partie du livre, Eckhart Tolle, il prend en fait ces lunettes-là de dire il n'y a que le moment présent qui existe et il analyse du coup différents concepts qu'on a communément admis dans notre société, comme par exemple la souffrance, la peur, l'ego, etc. Parlons tout d'abord de ce qu'on appelle la souffrance. Pour ça, pour vous en parler, j'ai besoin d'un petit schéma que je vous ai fait sur PowerPoint. Et ouais, il y a du budget de production dans cette vidéo. Et ce schéma, c'est simplement un axe chronologique. On a le passé d'un côté, le futur de l'autre et le présent au milieu. À chaque fois qu'on ressent une quelconque type de souffrance ou d'émotion négative, c'est qu'on n'est pas dans le présent. Si on ressent de l'anxiété par exemple, c'est que on est dans le futur. On est actuellement dans le présent en train de penser au futur. Soit parce que voilà, on est anxieux de rencontrer telle personne, on est anxieux d'envisager notre vie l'année prochaine quand on aura fini nos études, ou bien dans le passé à l'inverse, on a des remords parce qu'on pense à cette situation-là, ou bien on a une peur d'avoir blessé quelqu'un dans le passé. On n'est jamais dans le présent. Si on a de la souffrance, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. Parce que dans n'importe quelle circonstance, si vous revenez dans le moment présent et que vous
vous vous demandez quel est le problème là, actuellement, bah il n'y en a pas. Parce qu'on est simplement là dans le présent, à vivre notre vie, à vivre l'instant, à vivre la beauté de tout ce qui se passe autour de nous. Et donc on n'a pas de souffrance. La souffrance, c'est simplement une construction mentale. C'est quand on laisse le mental partir comme ça à 500 à l'heure, ah bah là il commence à y avoir des problèmes. Oui. Mais si on revient dans le moment présent, est-ce que j'ai un problème là maintenant? On n'a jamais de problème. Donc, une des solutions très simples en fait pour arrêter d'avoir des problèmes de l'anxiété, etc., c'est avoir un processus pour revenir au présent et se demander est-ce que j'ai un problème là maintenant? Bah non, j'ai pas de problème. Bon, très bien, super. Premier constat, c'est qu'il n'y a pas de souffrance en réalité. Et c'est un peu pareil pour la peur finalement. On parle pas d'une peur imminente, un danger imminent qui est là comme ça là, qui va nous bouffer. Non, on parle peur de bobo parisien. Oh, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort. Bah en fait, si t'es là dans le moment présent, t'as peur de quoi? Enfin, c'est le même principe que pour la souffrance. Mais la peur, c'est l'anticipation d'un truc qui pourrait mal se passer, c'est être dans le futur et pas être dans le présent. C'est laisser le mental faire des constructions. Mais si on arrive à dépasser ce mental-là, et ben en fait, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, parce qu'on est juste là. On en vient à un concept que j'adore, qui est en fait, dans n'importe quelle situation, n'importe laquelle, il n'y en a pas une seule qui échappe à cette règle-là, on a donc 3 options. Prenons par exemple la situation, là il y a un bruit qui me dérange dans l'arrière-plan, c'est le frigo qui fait du bruit. Dans cette situation-là, où donc je ressens un petit inconfort actuellement, j'ai 3 options. La première option, dans cette situation, ça va être d'accepter complètement la situation. C'est de dire, ok, c'est pas grave, j'accepte le bruit, je me soumets complètement à l'expérience de la situation et je suis bien dans le moment présent. Deuxième solution, ça va être, si je peux avoir un impact direct sur la situation, ça va être modifier la situation. Par exemple, là pour le frigo, je peux simplement aller le débrancher. J'ai fait mon choix et je l'ai débranché. Troisième option, pardon, dans la situation, c'est m'échapper de la situation, tout simplement. M'en aller plus loin. J'aime pas le bruit, ok, je m'en vais, je vais dans un café, autre part. Voilà. Ce sont les 3 seules options que vous avez dans chaque situation. Si vous avez aucun contrôle sur la situation, par exemple, il y a un bébé qui pleure, vous n'allez pas aller le buter, et il vous en reste plus que 2 options. Soit vous acceptez complètement, soit vous vous enfuyez. C'est au choix. Et je trouve que ce concept-là des 3 options nous responsabilise à l'extrême avec notre vie. En fait, on subit rien, voilà. Vous aimez pas votre boulot. Vous avez 3 options. Soit vous acceptez complètement et vous en faites quelque chose de merveilleux du moment présent dans votre boulot, dans votre open space, voilà, j'en sais rien. Vous trouvez un moyen de l'aimer. Soit vous échappez de la situation, soit vous faites quelque chose pour le modifier. Mais il n'y a aucune raison que vous restiez dans un inconfort. C'est les 3 options que vous avez dans chaque situation. Donc, par exemple, pour l'appliquer à un truc concret, l'attente. À chaque fois que vous attendez quelque chose, en fait, Eckhart Tolle, il dit, le concept d'attente, il n'existe plus pour moi. Parce que si on me fait attendre quelque part, à la poste, par exemple, soit je dis, j'arrête d'attendre ma lettre parce que j'ai envie de faire autre chose, soit je dis, j'accepte complètement, soit je cherche à payer les gens dans la queue pour modifier la situation et me mettre devant, quoi. Mais si je dois récupérer ma lettre, que j'ai pas envie de payer les gens ou d'embêter les gens, j'accepte. Et je suis simplement là dans le moment présent. Et je joue avec mes sensations, je joue avec mon corps, je joue avec l'énergie qui est autour de moi. Et je suis simplement là dans une errance heureuse finalement de ma vie. Et je trouve que c'est magnifique de dire ça, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'attente jamais en fait. On n'est plus dans l'attente de quelque chose parce que l'attente de quelque chose c'est l'anticipation de quelque chose dans le futur, on n'est pas dans le présent. J'espère que ça fait un peu sens dans votre tête cette liste de concepts là. Maintenant j'aimerais passer un petit peu à l'ego. Est-ce que, en fait, Eckhart Tolle appelle l'ego? Si on prend la culture un peu populaire, surtout française, ce qu'on appelle l'ego, ça va être lié un peu à un truc d'orgueil, à un truc de « Oh, il est prétentieux ». Par exemple, moi, on pourrait me dire fois 1000 « Putain, il a énormément d'ego, ce mec-là, il est imbuvable, il est arrogant, nanana ». Là, c'est pas exactement ce dont il parle. Mettons cette définition-là de côté et je vais essayer de redéfinir l'ego comme je peux. En gros, l'ego, c'est votre identité psychologique. C'est comment est-ce que vous allez vous définir au monde par toutes les croyances que vous avez emmagasinées pendant votre enfance, par toutes les histoires que vous avez vécues, par peut-être votre métier, votre activité, etc. Tous ces éléments-là que vous avez vécus dans votre vie, ça va faire votre construction du vous, mais mental en fait. Ça va être comment le mental vous décrit vous-même, votre perception de vous. Et ça va être l'ego. Cependant, Eckhart Tolle dit, en fait, c'est pas ça vous. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas l'ego. Vous n'êtes pas Elliot, ouais, je fais des vidéos, j'ai 18 ans, je gagne tant d'euros par mois, c'est super. Vous n'êtes pas ça. Ça, c'est votre ego, c'est votre construction mentale du sens de vous. Vous êtes quelque chose de plus grand. Je vais essayer de vous le faire sentir avec une toute petite méditation, ça va durer 1 minute, même pas. Et je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il entend par qu'est-ce que vous êtes vous. Fermez vos yeux. Ok. Vous avez des pensées. Peut-être à l'instant, actuellement, vous avez des pensées qui vous traversent. Vous en avez eu. Percevez que vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas ces pensées. Non, vous n'êtes pas ces pensées puisqu'il y a quelque chose qui observe ces pensées. Concentrez-vous sur votre corps, maintenant. Vous avez des sensations. Oui, vous avez des sensations, comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas ces sensations, puisqu'il y a quelque chose qui l'observe. Ce que vous êtes en réalité, c'est cette conscience pure et diffuse qui observe. Quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus de sensations, quand vous êtes en sommeil profond, il reste cette conscience-là qui est toujours là. Et vous êtes ça. Vous êtes cette conscience diffuse. Je sais pas si ça fait sens, mais l'idée, en fait, de Eckhart Tolle, c'est de dire que
l'ego, dans le moment présent, en fait, il n'existe plus. Il se dissout. Si on est simplement là, à observer, à ressentir, à expérimenter, il y a la conscience pure qui reste. L'ego parfois fait son apparition, mais on le met à la lumière, on se dit « Putain, j'ai des pensées de mon ego et tout, ok. » Et il n'existe plus, et on le tait. Et ce qui reste, c'est la conscience pure. Et qui nous sommes, c'est la conscience pure. Une fois qu'on a défini ça comme l'ego, il faut se dire qu'en fait, l'ego, la plupart du temps, il sert à rien. Et même, il nous induit en erreur dans énormément de choses. Parce que une des propriétés de l'ego, c'est qu'il se sent toujours incomplet. Je pense qu'on le ressent tous d'une manière ou d'une autre dans notre vie, mais on sera jamais 100% rassasié. Vous pouvez le lire dans des dizaines de livres, dans tous les livres, sur plus ou moins n'importe quel sujet. Quand vous avez une voiture, vous en voulez une plus grosse. Quand vous avez de l'argent, vous en voulez plus. Quand vous avez un statut, vous voulez un meilleur statut. Quand vous avez une famille, vous voulez maintenant une maîtresse. Enfin voilà, c'est toujours, on veut plus. On n'est jamais rassasié, on n'est jamais satisfait et on n'est jamais en paix. On peut avoir un bonheur passager dans notre vie. On peut avoir des conditions de vie apparentes qui sont absolument opulentes, indécentes, magnifiques, dignes d'un roi grec ou je ne sais quoi. Mais en réalité, on n'est pas en paix. Parce qu'on a toujours ce sentiment d'insatisfaction, on n'est jamais bien, on est toujours dérangé. Mais ça, c'est l'ego qui parle. Alors qu'en réalité, si on prend conscience que l'ego, c'est une part de nous, mais pas nous, et on se rend compte qu'on peut être en paix. Et la paix, c'est complètement différente du bonheur. C'est la différence entre conditions de vie et vie. Quand les gens disent, putain, lui, il a une vie cool. En fait, ils parlent des conditions de vie de cette personne. Parce que, je sais pas, elle vit à l'île Maurice, dans une villa, au soleil toute l'année, etc. C'est super cool, peut-être, ces conditions de vie. Mais les conditions de vie qu'on a ne sont pas notre vie. Notre vie, c'est l'instant présent. Il n'y a jamais autre chose que l'instant présent. Nos conditions de vie, c'est quelque chose de différent. Et donc, le bonheur, il est très souvent lié aux conditions de vie. On est heureux, ce qu'on va du moins appeler, nous, dans la société occidentale, à être heureux, parce qu'on a des bonnes conditions de vie, etc. Mais la paix, c'est différent. La paix, c'est simplement être toujours dans l'acceptation du moment présent, être toujours en train de vivre l'instant présent. Et là, à ce moment-là, on est en paix. On est en paix parce qu'on se rend compte qu'il n'y aura jamais autre chose que ça. Vous vous dites, dans 2 ans, je serai plus heureux. Bah non, parce que dans 2 ans, il y aura toujours la même chose qui sera le moment présent. Peut-être que vos conditions de vie auront évolué, mais vous serez toujours dans le moment présent. Donc c'est la différence entre vie et conditions de vie, entre paix et bonheur. Il y a un dernier concept que j'aimerais aborder rapidement dans cette partie sur l'ego, c'est ce que Eckhart Tolle va appeler le corps de souffrance et ce que Jung va appeler les ombres. J'ai une vidéo entière à propos de ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite vivement à aller la voir après celle-ci. Vous allez voir l'exercice que je propose dedans qui s'appelle le 3D1 et juste dingue. Instant promo terminé. Reprenons. Les ombres, c'est les parties refoulées de votre ego. Et ces ombres, la plupart du temps, elles s'expriment pas. Elles sont simplement là dans un coin de votre tête, mais on s'en fout un peu, enfin, elles sont là, peu importe. Cependant, parfois, ces ombres-là, elles vont se réveiller. Elles vont passer d'un état latent à un état actif. C'est par exemple quand vous savez que vous êtes dans un grand groupe, pendant un week-end, je sais pas, vous faites un week-end avec des potes, vous êtes dans un grand groupe, et là, à un moment, il y a une personne qui vous fait avoir un sentiment allergique. Vous êtes allergique à cette personne, elle vous fait avoir un niveau d'agacement c'est dans votre épiderme, quoi. C'est horrible. Ou bien, d'un coup, vous vous mettez énormément en colère contre quelqu'un et vous savez pas pourquoi. Et ben en fait, ce sont vos ombres qui se réveillent, tout simplement. Et concrètement, ces ombres-là, ce corps de souffrance, c'est une partie de votre ego, c'est une partie de votre mental qui se réveille et qui vous gouverne. Et l'idée, justement, avec ce moment présent, c'est d'admettre que ces ombres sont là et de travailler dessus, par exemple, grâce à un exercice comme le 3D1. Et surtout, dans le moment présent, en fait, dans l'instant, de toujours se rendre compte que, waouh, c'est notre corps de souffrance, nos ombres qui se réveillent, qui parlent à notre place, et de se dire, ok, tout ça c'est du mental, c'est des constructions. Dans le moment présent, il n'y a que de l'amour, j'aime cette personne, elle est magnifique. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, on laisse glisser. Et la prochaine fois, on ne se fera pas avoir par la même ombre. Donc travaillez dessus par l'exercice du 3-2-1 que je décris dans mon autre vidéo, et revenir dans le moment présent et laisser glisser toute critique. En fait, si on n'est plus attaché à notre ego, si on s'identifie plus par notre ego, tout glisse sur nous. Moi, je suis convaincu qu'on peut rigoler de n'importe quoi. Je suis convaincu que vous pouvez m'insulter de n'importe quoi, je m'énerverai pas. Ça fait des mois et des mois et des mois que je me suis pas énervé, et je pense que je m'énerverai plus dans ma vie. Parce que je suis dans un sentiment de paix. Vous pouvez m'insulter, traiter de n'importe qui de ma famille, etc. Mais c'est pas grave, ça glisse. Parce que je suis pas identifié avec mon ego, je suis identifié avec le moment présent, et je suis simplement là. Voilà. Donc ça, c'est en gros la puissance de la méthode d'Eckhart Tolle, je trouve, qui est absolument fabuleuse. Ok, il y a un dernier concept que j'aimerais aborder rapidement, que je trouve absolument magnifique, qui est en fait à propos de Dieu et de l'amour, avant de passer en fait à, concrètement, je veux appliquer tout ce que tu me dis qui a l'air merveilleux, comment je fais pour être dans le moment présent, comment je fais pour atteindre l'illumination, et qu'est-ce que je deviens comme personne une fois que je suis plus identifié à mon ego, à quoi je m'identifie, et surtout comment j'utilise mon mental. Ça va être ce qu'on va voir dans les 2 dernières parties de la vidéo. Là, on attaque la 4e partie de la vidéo, qui est donc consacrée à Dieu et l'amour. Pour vous parler un petit peu de Dieu et de l'amour, j'ai 2 citations à vous lire. Accrochez-vous bien, elles sont super puissantes. Je vais essayer de les lire lentement pour que vous puissiez vraiment les intégrer. Essayez de les ressentir, les citations. Qu'est-ce que Dieu? C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abritent toutes les formes de vie. Qu'est-ce que l'amour? C'est sentir la présence de cette vie au plus profond de vous et de toutes les autres créatures. C'est être cette présence.
Par conséquent, tout amour est divin. C'est être cette présence, c'est ressentir cette présence qui est au fond de tout le monde. L'amour, c'est magique, la vie, c'est magique. Dieu, c'est ce qui crée cette magie. Dieu, qu'on pourrait aussi appeler le cosmos, l'esprit, le divin tout-puissant, c'est l'esprit en action, le télos, la pulsion évolutionnaire, si vous êtes plus scientifique. L'amour, c'est ressentir ça au plus profond de nous et dans les autres. Passons à la suite. Celle-ci, elle est plus longue, accrochez-vous. L'amour n'est pas sélectif, tout comme la lumière du soleil. Il ne fait pas en sorte qu'une personne soit spéciale. L'amour n'est pas exclusif. L'exclusivité n'est pas le propre de l'amour divin, mais celui de l'ego. Par contre, l'intensité selon laquelle le véritable amour est ressenti peut varier. Il se peut qu'une personne vous reflète l'amour qui est en vous plus nettement et plus intensément que les autres. Et si cette personne ressent la même chose face à vous, on peut dire que vous êtes en relation d'amour avec elle. Le lien entre vous et cette personne est le même que celui qui existe entre vous et la personne assise à côté de vous dans l'autobus, ou que celui qui existe entre vous et un oiseau, un arbre ou une fleur. Seul le degré d'intensité avec lequel vous sentez ce lien change. En fait, cette citation, elle est super puissante parce qu'elle nous dit simplement « L'amour, il est partout. L'amour, il est irradié comme les rayons du soleil. Tout le monde en bénéficie à hauteur égale. » Simplement, certaines personnes en face de vous, certains objets en face de vous, certains êtres vivants en face de vous, vous reflétez l'amour que vous avez à l'intérieur de vous de manière plus ou moins forte. Parfois, vous voyez une personne et vous dites « Waouh, je suis amoureux, je suis attiré, c'est comme magnétique. » C'est parce que cette personne reflète l'amour que vous avez à l'intérieur de vous et l'amour qui est à l'intérieur d'elle de manière plus forte que les autres. Et c'est simplement ça une relation amoureuse. En fait, on est tous amoureux les uns des autres. Le degré d'intensité, de résonance de l'amour est différent en fonction de chacun. Et je trouve que c'est juste magnifique de se dire ça parce que, waouh, qu'est-ce que ça nous soulage par rapport aux relations qu'on pourrait avoir par rapport à l'ego. Je trouve que cette conception de l'amour, elle est juste magnifique, elle est belle et ça tend à nous rendre en fait joyeux tout le temps, heureux tout le temps. Ressentir de l'amour envers tout le monde et de la gratitude envers tout. Et voilà, si on vit cette définition de l'amour, on a une vie juste géniale quoi. Et c'est qu'un changement de mindset, hein, mais je trouve que quand on va dans la rue et qu'on rencontre quelqu'un après, on se dit simplement, ok, cette personne reflète moins l'amour, mais on a le même niveau d'amour en nous, on a le même niveau de divin, on est tous créés de la même chose quoi. Donc c'est juste magnifique de voir le monde comme ça quoi. Et surtout, ça change complètement par rapport aux relations comme on les entend dans une société occidentale, les relations en fait par l'ego. Pareil, j'ai une vidéo entière sur ce sujet sur ma chaîne YouTube avec une petite miniature assez aguicheuse comme cela, je vous laisse aller la voir. Mais je vais faire un bref résumé de ce que je dis en fait dans cette vidéo, qui est qu'en fait l'ego, quand il veut rentrer dans une relation amoureuse, c'est pour se sentir aimé lui-même, c'est pour se sentir aimé par quelqu'un d'autre. Également pour se valoriser lui-même, pour montrer aux autres, regardez, je suis en couple. Voilà, j'ai une personne belle avec moi qui est seulement à moi quoi. Et donc, comme l'ego, il vit de cette gratification de se sentir reconnu, etc. Et naturellement, il ne veut pas partager cette gratification, parce que sinon, elle lui est pas propre. Et donc, il va créer le concept d'exclusivité autour de cet amour, de ce lien d'amour. Et une fois qu'on crée ce lien d'exclusivité, en fait, on va avoir un amour qui va être relativement toxique. Et en fait, ce lien d'exclusivité, concrètement, ce que ça veut dire, être exclusif, c'est posséder la liberté de l'autre d'aller voir ailleurs. Donc, pouvoir restreindre l'autre dans une de ses libertés. Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens, le lien d'exclusivité, surtout quand on veut fonder une famille, etc. Maintenant, il faut voir pourquoi est-ce qu'on crée l'exclusivité. Est-ce que c'est pour répondre à une de nos peurs, de notre ego, d'être abandonné, etc. Et donc, on est peut-être dans une relation pas tout à fait saine, parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, ou on n'a pas confiance en soi-même. Ou est-ce qu'on le fait pour d'autres raisons, qui seraient tout à fait juste dans un pacte de relation. Simplement remettre en cause cette notion-là, qui est plus ou moins automatique aujourd'hui. Et plus généralement, l'auteur, il décrit dans le livre une relation par l'ego comme une relation où, on va peut-être s'aimer puis se détester juste après, s'engueuler très fort puis se réconcilier, avoir des relations un peu comme ça de en haut et en bas, mais c'est des relations en fait qu'on a par l'ego. Parce que l'amour, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, c'est un sentiment juste incroyable. Et si c'est juste une relation amoureuse avec une personne, il devrait pas y avoir tout ça. C'est ce que dit l'auteur, voilà, faites ce que vous voulez avec, faites votre cuisine avec les ingrédients que je vous donne, lisez le livre si vous voulez, cette partie-là est très très bien écrite, comme vous avez pu le voir dans les citations que je vous ai lues. Si ça vous plaît, lisez-le, si ça vous parle pas pour l'instant, creusez pas là-dessus. En tous les cas, allez voir ma vidéo YouTube sur ce sujet. Super! Bon, on passe maintenant aux deux dernières parties de la vidéo qui sont plutôt concrètes en fait. Bon, ce que dit l'auteur dans son livre, c'est que ce qu'on appelle l'illumination, qu'on voit dans les films en tant que l'enlightenment, le truc de « Oh waouh !» À un moment, le moine bouddhiste devient un avec le cosmos et limite peut déformer les murs par la pensée, etc. En réalité, l'illumination, c'est simplement le moment où on vit notre vie dans le moment présent, tout simplement. Les gens qui sont illuminés, c'est des gens qui, en permanence, sont là, conscients de leur corps subtil, conscients de l'énergie, dans le moment présent, et c'est tout. Et ces gens-là sont illuminés.
C'est ça l'illumination. L'illumination, c'est la connexion complète au moment présent et le lâcher prise. Il y a deux clés pour se connecter au moment présent en permanence. C'est 1, se connecter à son corps et son corps subtil. Et 2, lâcher prise. On va voir les 2 points. Le premier point, c'est donc concrètement le plus qu'on peut être connecté avec son corps. Toujours, quand on fait la vaisselle par exemple, se demander « Ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est beau? Oh, j'entends un bruit. » Se connecter le plus possible au moment. Si vous voulez, dans le tantra, on dirait faire l'amour à la vaisselle quand on fait la vaisselle. Quand on se douche, faire l'amour à l'eau qui nous coule dessus. Quand on fait la cuisine, faire l'amour aux ingrédients. J'en sais rien. Quand on mange, faire l'amour à la nourriture qui va en fait remplacer les molécules de notre corps, ce qui est absolument fabuleux. Quand on observe un paysage, c'est faire l'amour au paysage, c'est se rendre compte de l'émerveillement dans chaque chose. Voilà, donc c'est être connecté au présent, dans toutes ses formes, dans toutes ses textures, par nos 5 sens. Et a fortiori, être connecté aux énergies qui sont dans notre corps. Le corps subtil, c'est plutôt le corps énergétique. Si on a une émotion, il va y avoir un blocage dans le corps énergétique et on va sentir peut-être que si on est oppressé ou qu'on est stressé, on va avoir un problème au niveau du diaphragme. Un de nos chakras va être bloqué et donc on va être un peu oppressé, quoi. Donc là, voilà, c'est juste être conscient de ça et peut-être en faire un peu de yoga pour le faire partir, quoi. Voilà, le corps énergétique, c'est un peu voilà, ce qui va aller au-delà du corps physique. C'est l'énergie, comment elle va circuler dans notre corps et comment est-ce qu'on va la rayonner en fait autour de nous, la renvoyer aux gens qui nous entourent. Donc être conscient de ce corps-là également, être conscient de toutes ces énergies-là autour de nous. Et plus on en est conscient, plus on est dans le moment présent. Donc ça, c'est un premier truc. Et il y a une citation que j'aime bien. J'avoue que je l'ai jamais entendue nulle part. Elle m'est venue l'autre jour en écoutant un podcast sur le sens de la vie. Et je me suis dit, en fait, mais c'est un peu cucu, hein. Enfin voilà, vous allez vous dire, pourquoi chercher un sens à la vie quand on en a déjà 5? Ça fait référence aux 5 sens, à Louis Lodorat, tout ça. Mais c'est vrai, quoi. Pourquoi chercher une quête plus grande, un machin, un truc? Pourquoi se prendre la tête et passer des moments à pas se sentir bien? Alors que quand on est juste concentré sur nos 5 sens, tout est parfait. Voilà, donc c'est tout, ouais, si ça vous parle, un sens, 5 sens, notez-la sur votre mur et regardez-la dès que vous allez aux toilettes, enfin, voilà, bon. Donc ça c'est le premier truc, c'est se connecter à son corps, nos 5 sens, son corps subtil, etc. Et la seconde chose, c'est donc le lâcher prise. C'est simplement de dire, comme on disait tout à l'heure, si on n'est pas attaché à l'ego et qu'on est simplement là dans le moment présent, lâcher prise, voilà. Chaque situation, on a 3 options. L'accepter, nous enfuir ou la modifier. Prenez un des 3 choix direct. Faites votre choix, je modifie. Faites-le, lâchez prise. Et revenez dans le moment présent. Toujours, toujours, toujours. Être dans le moment présent. Avoir une situation, 3 choix, lâcher prise. Ça, c'est hyper pragmatique, hein. Et si on n'a pas lâché prise sur le moment, l'idée après, c'est de lâcher prise dans un deuxième temps. C'est peut-être, ok, j'ai pas lâché prise à ce moment-là. Par exemple, j'ai eu ce drive de vouloir absolument avoir raison dans une conversation et j'ai été méchant ou j'en sais rien. Ok, c'est se pardonner. C'est ressentir l'émotion qu'on avait vécue, se remettre dedans, se remettre dans le moment, respirer, lâcher prise, peut-être danser, vivre cette émotion, vivre ce truc, ce moment et accepter de se pardonner. Voilà. Et là, on lâche prise et on passe à autre chose. On revient dans le moment présent. Donc soit on lâche prise sur le moment, soit on lâche prise plus. Ouais, c'est un peu poussé, hein. Là, je reviens dans les concepts un peu avancés du livre. Donc maintenant, vous pourriez vous demander, mais ok, comment est-ce qu'on utilise son mental concrètement? Si on n'a plus le droit à l'ego, si on n'a plus le droit au mental, si on est simplement là, tel un légume dans le moment présent. Et le mental, on l'utilise comme un outil. Actuellement, je suis en train d'utiliser mon mental. C'est-à-dire que je suis en paix absolue. Là, depuis je sais pas, 1, 2, 3 mois. C'est-à-dire que là, j'arrête de parler. J'ai un silence complet de mes pensées dans ma tête. Je sens mon corps en entier. Je suis émerveillé par la vue qui est en face de moi. Et je suis là. Cependant, je décide d'utiliser mon mental, mon cerveau, pour créer cette vidéo, pour être là pour vous et pour faire quelque chose de beau que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, le mental, on l'utilise à un moment défini. C'est-à-dire que le mental, il n'est pas là en permanence. Le mental, en permanence, on est juste dans l'instant présent. Le mental, on l'utilise quand on en a besoin pour faire un truc. J'ai besoin de signer un papier, j'utilise mon mental, je déconnecte. Mais comme un téléphone en fait, hein. Enfin, on a besoin d'appeler quelqu'un, on compose le numéro, on utilise le téléphone, on le repose, on est là. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, le mental, l'idée c'est de l'utiliser, si on dit on fait 2 séances de deep work dans la journée, 2 séances. Pareil, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'anxiété permanente de « Oh, j'ai le stress des révisions, des examens, des machins, des trucs », parce qu'en fait, ils y pensent en permanence et tout ça, mais il n'y a pas besoin, non. Ok, tu ressens une anxiété vis-à-vis de tes examens. Ok, dans ce cas-là, ton choix, c'est soit t'acceptes, soit tu t'enfuis, soit tu modifies. T'as pas envie d'accepter, t'arrives pas. Tu peux pas t'enfuir parce que tu veux passer tes examens, donc tu vas modifier. Donc tu utilises ton mental consciemment, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ton planning de révision des examens. Demain je révise ça, après-demain je révise ça, après-demain je révise ça, et c'est mon examen. Et voilà. On a utilisé notre mental, et on revient dans le moment présent, et on a changé la situation, on n'a plus d'anxiété. C'est un peu simpliste évidemment, hein. Je suis pas psychologue, je sais qu'il y a plein de trucs qui se font en dehors de ça. Ma sœur me dirait, parce qu'elle est psychologue, voilà, tu t'hallucines, enfin voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ils sont pas, c'est pas une question de mindset quoi, tout à fait vrai. Mais si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, peut-être que ça peut vous aider. Mais en fait, qu'est-ce qu'on devient Elliot après? Une fois qu'on a plus d'ego, que tout glisse sur nous, qu'on lâche prise sur absolument tout, qu'est-ce qu'on devient? On devient un lac profond, mais super profond. Vous voyez l'image du lac?
vraiment peut-être il fait 100 mètres de profondeur. Ce lac, bah, en fait en dessous, à 100 mètres, il n'y a rien. Il y a un calme, il n'y a pas de bruit de l'extérieur, il n'y a pas de lumière, il y a une paisibilité. Et à chaque fois, peut-être qu'il y a des moments à la surface, il y a un coup de vent, il y a un commentaire négatif, là je parle pour moi, il y a une personne qui vous critique, il y a un proche qui va mal, il y a un sentiment d'anxiété, j'en sais rien. Voilà, il y a des trucs qui se passent à la surface, des coups de vent, beaucoup de pluie. Mais en fait, ça va toucher 1 mètre, 2 mètres de ce qui est au-dessus. Et les 98 autres mètres, ils restent paisibles. En fait, on peut pas vous enlever votre paisibilité. Vous êtes juste là dans le moment présent, vous êtes là dans votre lac, vous êtes le lac. On va vous érafler parfois à la surface, mais quoi? Vous êtes le lac, quoi. Ça vous fait rien. Voilà, donc c'est ça que vous êtes à la fin. Gardez cette image-là en tête. Vous êtes le lac, rien ne peut vous ébranler. Vous êtes la montagne. Vous êtes là depuis des millions d'années. Vous êtes l'arbre qui, peu importe la saison, peu importe la météo, est là et tient en fait. Donc finalement, si on n'a plus d'ego, comment est-ce qu'on se définit? Qui est-ce qu'on est à la fin? Eh ben, on devient simplement une personne simple, une personne vraie, une personne authentique, une personne vulnérable, une personne qui aime la vie, une personne qui sourit en permanence, qui aime vivre, qui rigole, qui est émerveillée de chaque chose, qui est simple quoi, vrai. Et je trouve que ces personnes-là, on en a tous peut-être rencontré déjà 1 ou 2 fois dans notre vie et on dit c'est une perle, c'est une pépite, je l'aime, je sais pas comment elle fait. Et ben voilà comment elle fait, tout simplement. Et vous pouvez à cette personne, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de vie quoi, de choix de vie. Il y a une dernière citation que j'aimerais vous lire, qui est absolument fabuleuse à mon sens, qui est la suivante. Dans un état de compassion, votre influence guérissante s'exerce surtout sur l'être, non sur le faire. Chacune des personnes avec qui vous entrerez en contact sera touchée par votre présence et par la paix qui émanera de vous, que vous en soyez conscient ou pas. Remettez cette citation si vous en avez besoin, mais j'ai l'impression que mes vidéos c'est ça aujourd'hui, c'est juste, bah voilà. Elles ont une influence positive sur les gens qui les regardent et c'est très bien. Parce que les gens ils sentent mon énergie et c'est très bien. Je pense que dans ma vie aujourd'hui, voilà, c'est juste, je fais des amis parce que voilà, j'émets une énergie particulière et les gens viennent vers moi et c'est des amis géniaux, j'ai plus de relations toxiques, j'ai plus de relations comme ça, c'est trop bien. Vous n'avez plus besoin de vous identifier après à 100 millions d'euros, à machin. Non, vous êtes simplement vous. Si vous sentez le besoin de partager, créer du contenu, enfin voilà, faites des choses pour vous, quoi. Designez votre métier autour de ce que vous sentez au fond de vous qui est juste, quoi, mais pas besoin d'être plus, quoi. Pas besoin de vous identifier par votre ego, etc. Vous avez juste une influence positive sur tous les gens qui sont autour de vous et vous êtes concentré à être, à vivre et pas à faire quelque chose, quoi. Même si faire quelque chose, ça peut être quelque chose de merveilleux et vous allez peut-être trouver justement par ce processus-là ce qui vous plaît réellement. Et pas ce que vous faites pour satisfaire votre ego qui ne sera jamais satisfait. Mais l'idée c'est simplement d'être et plus d'être dans le faire ou dans le paraître. En gros. En fait là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre, donc c'est le moment des bilans, des reviews, etc. Bah en faisant le bilan annuel, je me suis rendu compte que cette année j'avais pas de leçon factuelle. J'avais pas tiré de grandes conclusions de cette année. Je m'étais pas dit ok en fait non, j'ai pas envie de gagner de l'argent mais j'ai envie de faire une start-up finalement parce que c'est ça le défi, c'est la scalabilité qui m'intéresse, c'est gagner plus d'abonnés, machin, enfin c'est faire ce business là et tout. Alors qu'avant mes précédentes années ça pouvait être ça mes bilans. En fait cette année je me suis rendu compte que j'avais plus rien à dire parce que j'avais plus envie de m'identifier à ce que je faisais, à ce que je gagnais, à ce que je renvoyais. J'avais simplement à m'identifier à qui j'étais. En fait, cette année, elle m'a appris à ne pas m'identifier à autre chose que qui je suis réellement. Je trouverai jamais ce que je veux faire ou qui je suis. Parce que, en fait, je suis déjà qui je suis. Et je suis simplement occupé à vivre ma vie. Donc, je vais pas trouver comment la vivre, puisque je la vis déjà dans le moment présent. Et ça enlève une charge mentale de nos épaules absolument faramineuse, énorme, trop belle. Et je trouve qu'on vit de manière beaucoup plus légère quand on fait cette révélation. Et moi je pense que cette année m'a vraiment mis plein en réalité de bâtons dans les roues ou d'expériences quoi, qui ont fait en sorte que j'ai appris tout ça et je pense aujourd'hui le vivre plus que simplement le comprendre. Et voilà, ça fait du bien, tout simplement. Donc je vous souhaite du fond du cœur de vivre un peu la même chose l'année prochaine, ou si vous l'avez déjà vécu, juste que cette vidéo soit un beau rappel. Bon, on arrive à la partie intéressante de cette vidéo, parce que vous vous demandez peut-être, mais Elliot, ton résumé, il était absolument génial, quoi. C'est le meilleur résumé de livre que j'ai jamais vu de toute ma vie. Concrètement, comment t'as fait pour le faire, ce résumé de livre? Eh ben, vous avez raison de demander, et je vais vous le montrer. En fait, cette vidéo, j'ai même pas eu à l'écrire parce que j'ai simplement pris des notes avec dans mon système de prise de notes. Au lieu de prendre des notes simplement avec des citations, des notes sur le livre avec mes impressions un peu en désordre, j'ai pris des notes qui sont orientées concept. Ce concept-là, l'ego et le mental, c'est une note à part entière en réalité. Le concept, il est isolé dans sa propre note et de cette manière-là, je peux le reconnecter avec d'autres concepts qui sont peut-être dans d'autres notes. Chaque concept, on sont déconstruits. Et donc du coup, j'ai pu tout simplement prendre ces concepts-là
et les reconstruire en un sommaire cohérent qui me paraissait sympa. J'ai gagné en agilité avec tous ces concepts, je les ai mieux compris en les déconstruisant justement. Et ce qui est vachement cool, c'est que par exemple, cette note-là que j'ai pris du coup du livre Le pouvoir du moment présent, et ben en réalité je l'ai connectée avec d'autres notes. Je l'ai connectée avec cette note sur la spirale dynamique. Et cette note sur la spirale dynamique, en réalité, elle est elle aussi connectée à d'autres notes. Cette note-là, juste ici, qui est connectée avec peut-être la carte dynamique sur la spiritualité. Et la spiritualité, elle est également connectée à plein d'autres notes que j'ai pris d'autres livres, juste ici. Et ce qui est merveilleux ensuite, c'est que ce système de prise de notes, il nous permet de visualiser tous ces merveilleux liens qui existent entre tous les concepts que vous lisez sous forme graphique, comme ici. Chaque point que vous voyez est une note, chaque lien que vous voyez entre ces derniers sont des liens logiques entre toutes ces notes. Et c'est absolument magnifique parce qu'on peut simplement se balader dans notre second cerveau, dans nos concepts, avoir de nouvelles idées et passer un sacrément bon moment, gagner en agilité avec les concepts, gagner en profondeur intellectuelle et non pas en étendue. Et on commence à apprécier le fait de jouer avec les idées. Et donc si vous aussi vous voulez mettre en place ce système de prise de notes merveilleux chez vous, eh bien je vous invite à cliquer sur un des liens dans la description pour cliquer sur le lien et la situation qui vous ressemble le mieux de manière à découvrir mon système de prise de notes en détail. C'est comme ça que je finance ma vie et c'est ça aussi qui me permet de créer ces vidéos là sur YouTube. Donc si vous voulez à la fois avoir un système de prise de notes cool et me soutenir, n'hésitez pas à regarder mes programmes qui sont dans la description pour apprendre à prendre des notes et à vous organiser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention.